Ce 31 mars 1883, aux abords de l'Oval, stade mythique situé à Kennington, dans le quartier sud du borough londonien, près de 8000 spectateurs s'impatientent. Nous sommes à quelques secondes du début d'un événement mémorable. Sérieux? Un match de 1883? On va quand même pas mater ça. Bah quoi? C'est cool comme match. T'as pas vu la série du English Game? Ah non, non, non. Mais le foot, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Bah t'as tort pour ce match. Il est inédit. Pourquoi? Sur le terrain, nous avons deux équipes que tout oppose. D'un côté, les Old Etonians, une équipe prestigieuse qui réunit des anciens joueurs du collège très huppé de Eton dans le Berkshire. De l'autre, le Blackburn Olympic, une équipe presque exclusivement composée d'ouvriers et d'artisans. Ah, d'accord. Non, en fait, je vois toujours pas. Reste concentré, tu vas comprendre. Le capitaine des Etonians, l'aristocrate Lord Arthur Kinnaird, toise du regard le capitaine du Blackburn, Albert Warburton, plombier de son état. Kinnaird ne doute pas un seul instant de la supériorité de son équipe. Et c'est un but! 30e minute! Les Old Etonians viennent d'ouvrir le score sur une frappe magistrale de Woodhurst. Mais t'as pas vu la faute là? Bouffeur de porridge! Ouais. Mais je t'ai jamais vu comme ça, toi. Pour certains et certaines, le football, c'est presque une religion. À y regarder de plus près, l'irrépressible passion des humains pour les jeux de balle ne date pas d'hier. Des historiens font remonter l'origine du football aussi loin que le XIe siècle. La légende raconte qu'à cette époque, une horde de vikings décida d'envahir ses voisins saxons, mais que ces saxons leur infligèrent une dérouillée mémorable. Après avoir décapité le chef viking, ils se mirent à jouer avec sa tête pour célébrer leur victoire. Ah, mais je vois maintenant pourquoi ce sport te plaît tant. Hein? Tu m'as parlé? Non. Dès le départ, le football fait figure d'instrument de régulation des conflits sociaux. Quand des différends surgissent, on n'hésite pas à régler ses comptes à coups de ballon. Ah, ça me parle aussi. Notons à ce propos que ce protosport, aussi appelé folk ou mob football, a longtemps été réprouvé par les autorités qui y voient une importante source de désordre social. Désordre social, c'est franchement exagéré. Cette réprobation ne va toutefois pas empêcher ce jeu populaire d'évoluer au fil des siècles. Au début du 19e, il fait son entrée fracassante dans les collèges huppés d'Angleterre. On a un peu changé d'ambiance, là, hein? C'est le charme de la révolution industrielle. L'heure est au triomphe des capitaines d'industrie, fraîchement couronnés par le capitalisme naissant. Ces nouveaux entrepreneurs veulent imiter l'art de vivre de l'ancienne noblesse anglaise qui, jusqu'alors, tenait les rênes du pouvoir. Ils envoient donc leurs enfants dans les mêmes établissements scolaires qu'elles, ces prestigieuses écoles qu'on appelle les public schools. Mais très vite, ils sont scandalisés par la brutalité qui y règne. Leurs enfants se font maltraiter par les élèves issus de la noblesse. Bonne méthode pour se débarrasser du problème. En 1830, un éducateur du nom d'Arnold Thomas, directeur de la Public School de Rugby, pressent que le sport peut constituer le moyen de canaliser les pulsions des élèves. Il milite activement pour que le sport, et plus particulièrement les jeux de balle, fassent partie du cursus des élites. Eh bien, je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football plutôt qu'ils emploient leur moment de loisir à boire, à se saouler ou se battre dans les tavernes de la ville. Je vois pas où est le problème, hein. Partout dans le pays, des éducateurs s'inspirent de sa méthode et adoptent divers jeux de balle avec des spécificités en fonction des lieux. Par exemple, dans le collège d'Arnold Thomas à Rugby, on accepte de jouer avec les mains. Ailleurs, comme à Cambridge, on le refuse. Quant au football, il continue de s'institutionnaliser. On clôture les terrains, on invite des arbitres. Il ne manque plus qu'une chose. Des règles du jeu.
En 1848, 14 anciens étudiants de l'université de Cambridge se donnent rendez-vous pour les formaliser. Les débats sont âpres, chacun voulant imposer son point de vue. Et c'est le début d'une longue aventure qui durera jusqu'à nos jours. D'accord. Donc le foot, à la base, c'est plutôt un sport de gosses de riches. On dirait bien, ouais. Mais attends, on n'a pas dit qu'il y avait des ouvriers lors du match de 1883 ? Et qu'est-ce qu'ils faisaient là ? C'est la suite de notre histoire. Avec l'essor fulgurant de l'industrie, le prolétariat anglais finit par constituer une classe sociale à part entière. Et avec le progrès social, cette frange de la population bénéficie de plus en plus de temps libre. Par exemple, au milieu du 19e, les travailleurs se voient accorder un jour de congé par semaine et une journée de travail réduite le samedi. Résultat, dès les années 1870, de nombreux ouvriers sont désœuvrés du samedi au dimanche. Good Lord, un ouvrier en liberté. Les patrons d'industrie, ceux-là même qui sortent des écoles où se pratiquait la discipline sportive, estiment que l'activité physique pourrait être un moyen simple et efficace d'occuper les ouvriers. En plus, en les faisant jouer au foot à la sortie des usines, ils les maintiendraient à bonne distance de l'anarchie, des syndicats et de la tentation révolutionnaire qui foisonne dans les troquets. Mais je l'ai toujours dit, le bistrot, c'est révolutionnaire. Dans tous les cas, le football renoue peu à peu avec ses origines populaires. Il faut dire qu'il a tout pour lui. Il est accessible, peu coûteux et facile à mettre en œuvre. Les clubs se multiplient rapidement sur le territoire anglais. En 1871, on en dénombre 50. Et en 1888, plus de 1000. Ce succès permet l'organisation de compétitions régulières et l'établissement de classements. Ouais. Alors donc, c'est le riche patronat qui apprend le football aux ouvriers. Alors ça, j'y aurais pas cru. Oui, mais les patrons finiront par se faire prendre à leur propre jeu. Comment ça ? Pour les gentlemen des public schools, le football est à l'image de leurs valeurs. Un sport individualiste qui consiste à garder la balle au pied le plus longtemps possible. On appelle cette façon de jouer le dribbling game. Le capitaine, Lord Arthur Kinnaird, imposant et viril, incarne parfaitement cette philosophie. L'âpreté de son jeu en fait un adversaire redoutable à affronter seul. Le voilà, le joueur du futur. Le joueur du passé, tu veux dire. Je te montre la différence. Allez les gars, 4-4-2 en formation, comme à l'usine. À l'inverse, le jeu développé dans les milieux ouvriers est inspiré par la vie au travail où règne l'interdépendance et la collaboration. Ce type de jeu plus collectif repose principalement sur des passes et est appelé le passing game. Le football se pose ainsi en miroir de la révolution industrielle. Il rationalise le rôle des uns et des autres, leur assigne des fonctions précises et consacre le principe de division du travail. La victoire du collectif sur l'individualisme. Et c'est la même chose qui se produit lors de la finale entre les Old Etonians et le Blackburn Olympique. Après un début poussif, les ouvriers trouvent leur marque et mettent en place leur jeu. Ça, c'est du travail d'équipe. Soudain, un joueur de l'équipe des Old Etonians marque un but. Puis, en début de seconde mi-temps, les ouvriers égalisent. La tension dans le stade est à son comble. L'arbitre siffle la fin de la partie. Les prolongations commencent. Et après 17 minutes de jeu, le tisserand Thomas Dewhurst prend la défense de vitesse. Centre pour le fileur Jimmy Costley, qui marque d'une reprise de volée magistrale. Sidération dans le stade, majoritairement acquis à la cause des aristocrates. Tous comprennent qu'une page vient de se tourner. Le match du 31 mars 1883 marque l'avènement du football populaire et le déclin de la domination des élites dans la pratique de ce sport. Donc ce match, c'est le symbole d'une victoire sociale. Et même d'une double. Au cours de son histoire, le football n'aura fait que changer d'obédience sociale, passant du petit peuple aux élites, puis à nouveau au peuple. Le football contient de ce fait un paradoxe. Il est tout autant un outil de domination des masses qu'un moyen d'y échapper. Aujourd'hui, le football semble avoir résolu cette contradiction, puisqu'il consacre des élites sportives privilégiées, tout en restant un sport authentiquement populaire. The People's Game, comme aiment à l'appeler les Anglais. Alors ce match finalement, t'en dis quoi? Le football, c'est pas si mal au fond. Et plus profond que ça en a l'air. Mais je reste persuadé que la meilleure façon de l'apprécier, ça reste au bistrot. Eh ben, avec toi au moins le patronat peut dormir tranquille. On risque pas la révolution.